Bonjour à tous, merci de vous être arrêtés sur ma chaîne YouTube. Bienvenue, c'est Marie l'enseignante. Puis aujourd'hui, je vais vous faire une courte vidéo, j'espère qu'elle va être courte, sur quelques leçons que j'ai apprises durant ma première année complète en enseignement. Alors j'espère que vous allez trouver cette vidéo utile et instructive. Alors, mes premières petites leçons que j'ai apprises de la première année, ça porte sur les parents et les élèves parce que je pense que on peut avoir beaucoup de préjugés ou beaucoup d'inquiétudes en ce qui trait aux parents. De ce que j'ai vu, honnêtement, de ma première année complète, j'ai fait une année de suppléance, de remplacement avant cela. Donc, j'ai quand même une autre année en tête. C'est que les parents ne sont pas aussi épeurants que l'on ne pense. Je sais qu'il y a beaucoup d'histoires qui circulent en ligne, il y a d'histoires qui se racontent, d'histoires d'horreur, d'échanges que les enseignants peuvent avoir avec des parents. Donc, je tiens à dire à ceux qui peut-être essaient de rentrer dans le milieu de l'enseignement qu'ils ne sont pas aussi horribles que l'on pourrait le penser. Je dirais que 98% des parents sont parfaitement corrects. C'est des personnes qui ont un bon sens du jugement, ou du moins, c'est pas des personnes qui vont vous déranger ou vous envoyer des courriels qui sont bêtes ou qui sont gênantes. Donc, c'est vraiment juste le petit 2% des parents qui peut-être vont faire des suivis avec vous ou qui vont vous envoyer un courriel qui peut avoir un ton dur parce que leur enfant leur a dit que vous aviez dit quelque chose ou ils ne comprennent pas pourquoi leur enfant n'a pas passé. Donc, c'est une très petite portion des parents qui peuvent être désagréables, mais la plus grande portion ne vous contacte pas, pour être honnête. Ils lisent vos courriels, ils vont pas nécessairement répondre, surtout les courriels qui sont génériques, qui sont adressés à tous. Donc, je dirais que la manière de procéder, ce serait juste de tenir les parents au courant tout au long de l'année. Normalement, nous sommes tenus à chaque mois en tant qu'enseignants au Québec de laisser savoir aux parents lorsqu'un élève est en échec dans un cours. Donc, je pense que l'une des recettes pour avoir une bonne relation avec les parents, c'est de les tenir au courant de ce qui se passe, d'envoyer le plus d'informations possible, même si des fois, il y a des parents qui vont se plaindre que vous envoyez trop de courriels, mais vaut mieux trop que pas assez. Donc, je voulais juste que ça soit mentionné. L'année que j'ai eue, cette année, j'ai eu aucun problème avec aucun parent. Si jamais il y avait des incompréhensions qui étaient faites à cause des échanges par courriel, j'invite toujours les parents à m'appeler ou à avoir un échange par Teams. Honnêtement, de parler aux parents en personne à travers Teams ou au téléphone, ça règle beaucoup de problèmes parce que quand on échange des écrits, c'est toujours, on pense toujours que la personne est plus froide qu'en réalité elle ne l'est. Donc, je vais juste envoyer ça pour les personnes qui sont pas encore enseignants ou qui n'ont jamais eu leur propre groupe. Je juste vous laisser savoir que les parents ne sont pas si épeurants que ça et ça ne devrait pas être une des raisons pourquoi vous avez peur d'aller en enseignement. Ça, c'est mon expérience à moi. Je crois que c'est pas mal l'expérience de plusieurs enseignants, pour être honnête. Plus de 90% des parents ne sont pas un problème du tout. Alors, mon deuxième point, c'est les élèves. Alors, les élèves, une des choses que j'ai appris de ma première année d'enseignement complet, c'est qu'il y a beaucoup de mesures adaptatives. Je ne sais pas si c'est le même cas dans les autres provinces, dans les autres pays, mais là où je suis, au Québec, au Canada, il y a beaucoup de mesures adaptatives et il y a beaucoup d'élèves qui bénéficient de mesures adaptatives. Alors, normalement, vous n'avez pas à vous casser la tête parce que, à moins qu'il n'y ait pas eu d'évaluation, sur le dossier de l'élève, peu importe ou quel système vous utilisez. Par exemple, nous, on utilise Mosaic dans notre école. Vous devriez voir si quel élève dans vos groupes a des mesures adaptatives et c'est indiqué quelle est la mesure adaptative pour chaque élève. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'étais pas nécessairement au courant avant d'enseigner parce que je suis une personne non légalement qualifiée. Et pour être tout à fait honnête, je sais pas si c'est quelque chose, ça doit être quelque chose dont
qu'on nous enseigne lorsqu'on étudie pour avoir la qualification en enseignement. Alors, pour une personne non légalement qualifiée, ça peut tomber comme une surprise de se rendre compte de tout le poids des mesures adaptatives qu'on doit s'assurer que chaque élève en bénéficie et l'utilise. Par exemple, il y a des élèves qui doivent ou qui ont le droit d'utiliser un ordinateur écrire, pour écrire. Point. Point barre. Ça fait partie d'une des mesures d'adaptation qui peut exister pour les élèves. Il y a beaucoup d'élèves, la plupart des élèves qui ont des mesures adaptatives ont le droit d'avoir du temps supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils ont le droit à 1/3 du temps de l'examen de plus. Donc, si un examen dure 60 minutes, ça veut dire que ces élèves-là, ils ont droit à 20 minutes de plus, donc 1/3 de 60 minutes. Et tu dois t'assurer de savoir quel élève a besoin de cette mesure, de quelle mesure ils ont besoin et est-ce qu'ils veulent l'apprendre ou non. Donc, c'est toujours conseillé de s'assurer qu'ils l'apprennent ou que ce soit très clair qu'ils ne veulent pas l'apprendre parce que les élèves peuvent, par exemple, si il décide de faire un examen puis il veut pas prendre son temps supplémentaire, puis finalement, il finit pas son examen, ben, c'est possible qu'un parent vous contacte peut-être pour vous demander pourquoi vous n'avez pas accordé à son enfant le temps supplémentaire auquel il avait droit. C'est comme un peu du service à la clientèle, pour honnête. Ça me rappelle beaucoup le service à la clientèle. Donc, assurez-vous de savoir quels élèves dans vos groupes ont du temps supplémentaire, des mesures adaptatives et assurez-vous de donner ces mesures. Donc, ça peut être 1/3 du temps de plus, ça peut être ils ont le droit d'utiliser un ordinateur pour écrire, ça peut être ils ont le droit d'utiliser des écouteurs pour lire un texte. Quoi d'autre? Je peux pas vraiment penser à d'autres mesures en ce moment, mais juste ces trois-là ils nécessitent un certain nombre d'efforts parce que, et c'est un des autres points que je veux aborder, je me suis rendu compte la première année que, comme depuis le début des temps, les élèves trichent. Les élèves, c'est pas tous les élèves qui trichent, mais dans un groupe, je dirais, de mon opinion personnelle, qu'il y a au moins un élève qui va tenter de tricher lors d'un examen et la tentative dépendra de à quel point il est sûr qu'il va réussir et ça dépend de à quel point il pense que il ou elle pense que vous allez l'attraper. Alors, ça peut être facile de tricher pour un élève, par exemple, qui a le droit d'avoir un ordinateur. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'un élève a une mesure adaptative et qu'il a le droit d'avoir ça et que, par exemple, il a le droit d'avoir un ordinateur pour écrire, dans ce cas-là, vous devez vous assurer que vous allez être en mesure de monitorer ce qu'il a sur son écran. Et ça peut être seulement un élève dans un groupe de 30, les autres utilisent un papier et tu as un élève qui utilise un ordi et tu dois t'assurer que cet élève ne triche pas. Ça peut être assez facile pour un élève, mais tu peux te retrouver avec 10 élèves dans un cours de français qui ont le droit d'utiliser un ordinateur et tu dois t'assurer de monitorer l'ordinateur de ces 10 élèves parce que tu veux éviter la tricherie. Alors, les mesures adaptatives sont une bonne chose, je tiens à le dire. En tant que société, je trouve que c'est bien qu'on évolue et qu'on prend en considération les besoins et les complexités de chaque élève. Mais je voulais juste le mentionner parce que je me suis rendu compte que ça prend une certaine énergie et ça prend du temps de réflexion pour s'assurer qu'un examen est bien fait, que personne ne triche et que tout le monde a le droit d'avoir ce qu'il a le droit d'avoir. Alors ça, c'est un des points. Donc ça englobe mesures adaptatives, tricherie et dans le fond, énergie. Je vais rentrer énergie dans ça. Parce que si vous êtes un enseignant comme moi qui déteste la tricherie et qui veut s'assurer que personne ne triche et que tout est égal pour tout le monde et que tout le monde a les mêmes chances de réussir sans tricherie dans un examen, j'ai réalisé dans ma première année d'enseignement que s'assurer que personne ne triche peut prendre beaucoup de temps et d'énergie. Et je pense que c'est à la discrétion de tous les profs
C'est à ta discrétion à savoir à quel point tu es prêt à mettre de l'énergie pendant 60, 75 minutes, 3 heures d'examen pour t'assurer que personne ne triche d'aucune manière. Alors, pourquoi est-ce que j'ai remarqué que ça prenait beaucoup d'énergie? Ben, parce qu'il faut que tu regardes tout le monde, tout le temps, et avec la société qui évolue et il y a beaucoup de technologies qui apparaissent, ben ça devient de plus en plus difficile de s'assurer que personne ne triche. Parce que maintenant, il y a des montres intelligentes, donc tu dois t'assurer que personne n'a de montre intelligente dans les poches, dans les mains cachées, des écouteurs dans les oreilles, de t'assurer que personne ne cache un cellulaire dans ses poches. Et on va même pas parler de l'intelligence artificielle où tu ne peux presque pas attraper un élève s'il a... Tu ne peux presque pas pénaliser un élève qui a mémorisé un texte venant de l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est quelque chose qui est difficile, je pense, en tant qu'enseignante. Moi, j'enseigne l'anglais, donc on écrit des textes et des fois, la pratique d'examen de 3 heures se fait en 2 différents cours, parfois 3 cours, parce que j'ai seulement 75 minutes, donc ils ont le temps de lire les textes, écrire le brouillon et le dernier cours, écrire le propre. Et je peux soupçonner quand je lis une copie que ça vient de l'intelligence artificielle, mais à moins de pogner un élève sur le fait dans la classe avec un papier caché, si l'élève a mémorisé le texte de ChatGPT, c'est très difficile, voire même impossible de prouver que ça vient de là et d'avoir une direction qui accepte que oui, c'est une preuve que ça vient de là, on peut lui donner un 0. C'est assez complexe. Je sais pas c'est comment dans les autres écoles, je sais pas c'est comment dans les autres centres de services, mais c'est une réalité grandissante. Et si on est juste, ben techniquement, si l'élève va mémoriser, ben tu l'as pas attrapé en train de faire quelque chose. Puis ensuite, utiliser un logiciel qui détecte l'intelligence artificielle, est-ce que c'est une preuve légitime? C'est comme utiliser un lie detector, un détecteur de mensonges dans quand on est en train de faire une enquête à la FBI. Je prends par exemple. Oui, on peut utiliser un détecteur de mensonges, puis oui, on peut trouver que selon le détecteur, la personne est en train de mentir, mais est-ce qu'on peut réellement l'utiliser à la cour? Non, on peut pas. Donc, je fais un peu la comparaison entre les deux. Alors, tout ça pour dire que les élèves, certains élèves vont tenter de tricher et évidemment, il faut tenter d'arrêter les élèves qui trichent et je le fais toujours, mais je voulais juste vous laisser savoir au cas où que vous n'êtes pas déjà un enseignant que ça prend beaucoup d'énergie essayer d'attraper des élèves qui trichent parce qu'il y a de plus en plus de moyens de tricher, malheureusement. Donc ça, c'est un des points. Alors, je vais continuer un peu sur le point des élèves, toujours des leçons que j'ai appris dans ma première année. Je vais juste revenir sur l'affaire de tricher. Je vais juste mentionner que des fois, même ton élève préféré pourrait essayer de tricher. Je vais juste mentionner ça. Des fois, il y a des élèves qu'on s'en doute qui vont essayer de tricher, mais ça m'est arrivé qu'il y ait une élève que j'aurais jamais cru que cet élève tricherait et je l'ai attrapé qui essaie de tricher. Donc, c'est vraiment je veux dire, c'est l'école. C'est des choses qui arrivent dans toutes les générations. Ça change pas pour la génération Z non plus. Donc, je voulais mentionner pour les élèves que il faut se rappeler que c'est les enfants de quelqu'un d'autre. C'est pas tes enfants et c'est pas nécessairement tes amis. Je pense qu'il faut, ben, ça peut être tes amis si tu veux, là, mais il faut tracer une limite claire entre toi, l'enseignant, et tes élèves, et il faut respecter cette limite. En tant qu'enseignant, il faut toujours
il faut que tu sois le plus mature dans toutes les situations possibles pour pas que ça revienne puis que ça te poignarde dans le dos. Et ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas crier sur les enfants. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi on crierait sur les enfants, mais il faut pas s'emporter. Il faut vraiment essayer de ne pas s'emporter sur les élèves, peu importe l'âge qu'ils ont. Ça, c'est mon opinion personnelle. C'est des jeunes adultes, voire des enfants. Il faut y aller avec maturité, avec responsabilité. Et il faut se souvenir que c'est pas tes enfants, c'est pas tes amis, c'est tes élèves. Puis tu peux être réputable des actions que tu fais, de la manière que tu te prononces. Donc, il faut faire très attention aux interactions qu'on a avec les élèves, surtout si elles peuvent sembler informelles ou pas nécessairement appropriées dans une classe, comme crier sur un élève. Donc, il faut avoir de la retenue parce que les élèves peuvent venir nous chercher facilement. Ils peuvent être très immatures. C'est pour ça que je le dis. C'est pas pour rien que quelqu'un se fâcherait contre un élève. Mais, s'il vous plaît, souvenez-vous que ce ne sont pas vos enfants et que ça peut tourner très mal pour vous et pour votre carrière si vous ne respectez pas les limites et que vous n'êtes pas formel et professionnel envers les élèves. Donc, je pense que c'est important de le mentionner. Les élèves ne sont pas, encore une fois, ils sont pas, pour la plupart, ne sont pas matures, évidemment, parce que c'est des adolescents, c'est des enfants, à quoi est-ce qu'on peut s'entendre. Mais j'ai subi dans ma première année beaucoup de situations où ils ne vont pas prendre la responsabilité pour leurs actions. Et je sais pas pourquoi, peut-être que ça, c'est juste mon expérience, mais ils vont beaucoup essayer de rejeter la faute sur moi pour des choses qui étaient de leur responsabilité. Des affaires vraiment débiles, comme il a pas rendu son examen. C'était un devoir qui était un examen. Et puis, je l'avais publié sur Teams il y a 5 mois. J'avais donné les instructions. Puis là, je lui donne un 0. Puis, c'est de ma faute parce que il regarde pas ses Teams. Il lit pas ses courriels. Comme j'aurais dû le dire plusieurs fois. Fait que là, ben, c'est de ma faute s'il y a eu 0. Tu sais, des situations comme ça, où les élèves vont être immatures puis ils vont essayer de comme rejeter la faute sur toi au lieu de prendre la responsabilité sur leurs erreurs. Donc, c'est pour ça que il faut juste toujours rester mature et responsable puis y aller avec une approche instructive. On est des enseignants, c'est ce qu'on fait. On comprend qu'ils sont pas assez développés, qu'ils sont encore jeunes et immatures, puis on essaie de leur apprendre certaines choses de la vie. Puis ça va aussi de soi pour expliquer que il faut toujours avoir un backup, il faut toujours avoir quelque chose sur quoi on peut retomber au cas où que, par exemple, comme la situation que je viens de vous décrire où l'enfant dit que c'est de ma faute parce que j'ai mis un devoir sur Teams puis que lui, il lit pas ses Teams. Dans ce cas-là, ce qui est bien, c'est que si j'ai mis un syllabus, j'ai donné un syllabus au début de l'année qui dit que ma manière de communiquer, ben, c'est par Teams et par courriel et par mosaïque. Donc, ils savent depuis le début de l'année que je mets de l'information sur Teams, sur Outlook et sur Mosaic. Lorsque je mets le devoir sur Teams, ben j'envoie un courriel à tout le monde. J'envoie un courriel aux élèves et aux parents disant que voici l'évaluation que vous avez, voici les instructions, voici la date limite. Comme ça, l'élève ne peut pas revenir après et dire ben j'ai pas été sur Teams. Ben ce que je réponds, c'est que ben je l'ai mis sur Outlook, je l'ai mis sur Mosaic. Tu avais 3 logiciels où tu aurais pu regarder, donc ce n'est pas de ma faute. Alors voilà, tout ça pour dire que les élèves ne prennent pas la responsabilité, ils peuvent tenter de rejeter la faute sur vous et vous ne devez pas le prendre personnel. Vous devez être la grande personne et
essayez d'expliquer à l'élève ou tout bonnement d'envoyer un courriel aux parents disant que voici pourquoi votre enfant a eu 0. L'information se trouvait à cet endroit et cet endroit. Voilà. Alors, une autre chose que j'ai appris, toujours concernant les élèves, c'est que pour les gens qui ont peur qui sont intimidés par les élèves, par cette nouvelle génération, une des manières de contrer ça, c'est tout simplement d'y aller avec assurance. Quand vous êtes devant la classe, assurez-vous d'avoir de l'assurance. Lorsque on vous pose une question qui peut vous prendre par surprise, ne faites pas trop nécessairement d'hésitation. Si vous ne savez pas la réponse, ça m'est arrivé de tout simplement dire je suis pas certaine, mais je vais te revenir là-dessus un autre coup. C'est pas plus compliqué que ça. Les élèves qui vont penser que vous êtes incompétent, ben je veux dire ça. S'ils pensent que vous êtes incompétent parce que vous avez pas la réponse à une question, ben ça changera rien. 95% des élèves ne vont pas repenser à ça, ils vont pas se poser des questions sur votre qualification ou autre chose. Donc, je dirais, allez-y avec assurance dans tout ce que vous faites et ça va bien se passer. Donc, si vous manquez d'assurance et que ça se voit dans la manière que vous vous présentez, la manière que vous parlez, c'est là que les élèves vont vous manger tout cru. Ça dépend de l'âge, ça dépend des années, mais si vous êtes confiant dans vous, vous allez être correct. Et normalement, la confiance, ça vient avec savoir ce que l'on fait pour la journée et savoir quoi faire au cas où on a des temps morts. Donc, si vous avez votre planification puis que vous avez un temps mort, ben ayez quelque chose que vous pouvez demander aux élèves de faire pour un peu faire passer le temps. Donc, réagir rapidement aux situations au cas où que vous êtes un peu dans un milieu vide où vous n'êtes pas certain de ce que vous faites. Mais je dirais que honnêtement, si vous aimez l'enseignement, vous aimez les élèves, vous êtes déjà à la bonne place et vous n'avez honnêtement rien vous avez de quoi vous inquiéter parce que l'éducation, en ce moment, ça ne semble pas être la priorité pour certaines personnes, mais la relation que vous aurez avec les élèves, je crois que vous n'avez pas grand-chose à vous inquiéter. Il y a une différence entre être une suppléante, une remplaçante et avoir ses propres élèves. Quand vous avez votre propre groupe, et que les élèves s'habituent à vous, ça va bien aller. Honnêtement, ça va bien aller. Les élèves, surtout les plus jeunes, ils ont une place dans leur cœur pour vous. Honnêtement, ils veulent avoir du plaisir avec vous, ils veulent apprendre avec vous, ils veulent vous parler dans le corridor. Ils ont vraiment de la place dans leur cœur pour vous. C'est juste, il faut la développer et une fois qu'ils s'habituent à vous, honnêtement, 1 an, 1 mois, 2 mois, 3 mois, une fois que les choses ont déjà commencé à rouler, rendu en novembre, ils vous connaissent, sont habitués à vous, ils connaissent vos règles. Et si vous êtes consistant, est-ce que c'est un mot en français? Si vous instaurez vos règles dès le début et que vous les répétez et que vous les appliquez, ça c'est très important. Il faut appliquer vos règles. Si vous dites qu'au bout de 3 manquements, vous faites sortir l'élève, ben au bout de 3, vous faites sortir l'élève, les autres élèves vont savoir que clairement elle suit ses règles et qu'elle est sérieuse et que si je veux rester en classe, il faut que je me comporte de façon adéquate et que je la dérange pas. Alors, mon autre point, c'est les leçons que j'ai apprises concernant l'énergie en enseignement. Alors, j'ai déjà mentionné dans mes vidéos en anglais, mais je vais la répéter ici. Enseigner, ça prend beaucoup d'énergie. Premièrement, enseigner prend un niveau d'organisation incomparable. Donc, je n'ai pas nécessairement fait tous les métiers du monde, mais j'ai toujours su que j'étais une personne très organisée.
Mais entrer en enseignement en tant que non légalement qualifiée, je tiens à le dire, ça m'a vraiment frappé à la face à quel point je pourrais être 1000 fois plus organisée. Dans mon cas, je suis une personne qui cherche toujours le chemin le plus court et le plus efficace. Donc, j'aime bien faire les choses, mais j'aime toujours utiliser la manière la plus efficace pour faire les choses. Et je me suis rendu compte que, ma première année, la planification des cours prenait tellement de mon temps. Donc, planification et correction, c'était les deux choses qui prenaient le plus de mon temps, au point même que en réalité, pendant la semaine, tout ce que j'avais le temps de faire, c'était de la planification. Les cours et la fin de semaine, je faisais juste de la correction. Alors, ces deux choses-là prenaient tellement de mon temps que l'organisation physique des choses, c'était pas ma priorité. Et je me suis rendu compte qu'il y a tellement de manières que j'aurais pu réorganiser mon bureau, que j'aurais pu réorganiser ma classe, que la manière que je distribue des papiers dans la classe pourrait être changée pour me faire gagner du temps. Donc, tout ça pour dire que l'enseignement, tu peux être une personne extrêmement organisée. Toujours, je pense que c'est incomparable à quel point tu dois être organisé pour te sauver du temps en enseignement. Le problème est que je pense que même la personne la plus organisée va quand même avoir un problème parce que cette personne va manquer de temps. Donc, elle pourrait être la plus organisée possible, ça va lui prendre des heures pour pour avoir une planification, une organisation de classe, de bureau qui est tellement parfaite qu'elle se sauve du temps. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Il faut être extrêmement organisé, mais en même temps, ça prend du temps pour être bien organisé et c'est juste quelque chose qui s'apprend au fil des années. C'est pas quelque chose que première année d'enseignement non légalement qualifié, je vais être experte dans ça. Ce qui était ma priorité, c'était d'avoir une bonne planification pour que je puisse arriver en classe préparée et que les élèves aient un cours de qualité. Ensuite, c'était la correction pour que mes élèves aient une rétroaction de qualité et qu'on ait le temps de revoir ce qu'ils avaient fait. Alors, ça m'a juste frappé à la tête. En fait, ça m'a frappé à la tête parce qu'un jour, j'étais en train de passer des copies d'examen corrigées, que j'avais corrigées, et j'avais plusieurs examens que j'avais corrigés. J'avais au moins 4 examens que j'avais corrigés. Et je me suis rendu compte que repasser les copies, ça me prenait tellement de temps. Et ce temps-là, ça laissait la place à mes élèves à se désorganiser et à commencer à parler ensemble. Et dans le fond, je perdais un peu le contrôle à cause de ça. Parce qu'à la suite, il faudrait que je revienne devant, que je dise, OK, tout le monde, on fait attention, on est rendu là, c'est ce qu'on fait. Puis, je me suis rendu compte que si j'avais ramassé les copies des examens le jour où ils rédigeaient l'examen, si je l'avais ramassé en ordre du plan de cours dans lequel ils sont assis, ça aurait été 5 fois plus rapide de remettre les copies parce qu'ils auraient déjà été en ordre. Donc, si j'avais pris les copies en ordre, que je les avais corrigées en ordre, j'aurais pu les remettre beaucoup plus facilement. Au lieu de prendre 5 minutes pour redonner les copies puis à marcher, zigzaguer partout dans la classe, j'aurais pu marcher tout droit puis ça aurait été beaucoup plus rapide. Donc, ça, c'est mon cerveau de femme qui veut être absolument efficace dans tout ce qu'elle fait, qui s'est rendu compte de ça, mais c'est juste un des exemples qui a un réel impact parce que en prenant tellement de temps pour rendre les copies, ben ça laissait la place à mes élèves de secondaire 1 de se désorganiser, puis de commencer à placoter, puis à se lever, puis à parler, parce que là, j'étais occupée à rendre les copies n'importe comment. Donc, il faut être extrêmement organisé en enseignement. C'est ce que j'essaie de dire, puis ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, puis de réflexion
pour faire ça. Alors, suite à cela, suite à l'organisation, ben ça revient à l'énergie. Donc, j'entends souvent des personnes qui disent que après tant d'années en enseignement, ces personnes ont perdu leur flamme. Et si ça arrive, c'est correct, c'est normal. Mais je pense que peut-être une des moyens de s'assurer qu'on ne perd pas notre flamme, c'est de contrôler notre énergie. Comme je viens de le mentionner dans tous les points qui ont été énumérés plus tôt, en somme, l'enseignement, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps supplémentaire. Quand j'ai commencé en septembre passé, pendant au moins la moitié de l'année, pendant 6 mois, je travaillais, je pense que je faisais presque 30 heures de temps supplémentaire en dehors de mes heures de travail. Alors, il faut protéger sa flamme en enseignement. Il faut tracer une limite de combien de temps je veux consacrer à me préparer en dehors des heures de travail, si je veux en faire du tout, parce qu'on n'est pas obligé. Puis, lorsque vous avez défini cette limite, je vais travailler autant d'heures, je vais m'assurer d'avoir fait ces choses-là. Déconnectez-vous après. N'ouvrez pas vos courriels parce que vous n'êtes pas censé travailler en dehors des heures de travail. Vous n'avez pas à répondre aux courriels en dehors des heures de travail. Vous n'avez pas à lire les messages Teams des élèves, des parents ou des collègues ou de la direction. Mettez cette ligne à terre et ne la dépassez pas. Ayez des loisirs en dehors de votre travail. Ne faites pas de l'enseignement votre vie. Assurez-vous d'avoir quelque chose qui vous anime, qui vous motive. Et je dis ça en tant que quelqu'un que sa vie était pas mal l'enseignement pour l'année au complet. Mais ça peut prendre, ça a une certaine lourdeur lorsque c'est tout ce qu'on fait du lundi au dimanche, temps supplémentaire non payé. Ça peut nourrir une certaine amertume. Parce que si tu fais 20 heures de temps supplémentaire, puis que ces 20 heures ne sont pas payées, puis que c'est 20 heures de ta vie à toi, de ta vie personnelle, ben ça peut devenir lourd et ça peut créer de l'amertume. Donc, protégez votre flamme pour l'enseignement. Pour être en mesure d'être un bon enseignant, ben, il faut que vous-même, vous soyez en santé physiquement et émotionnellement. Et ça commence par prendre du temps pour soi, s'aimer soi-même, prendre soin de soi-même avant de penser à ses élèves et à sa classe, à tout ce qu'on doit faire. Donc, ça, c'est probablement l'une des choses que j'ai appris de la manière dure cette année. Mais je sais, en voyant les autres profs, que ça s'améliore et que les premières années en enseignement sont toujours les plus difficiles. Un enseignant m'a dit que, de son opinion, les premières années ne devraient pas être à 100% de tâches, ça devrait être plus à 80%. Et je suis entièrement d'accord avec ça parce que c'est tellement de planification, d'heures de préparation quand tu commences ça pour la première fois que c'est difficile d'en plus de faire toutes les autres choses qui sont liées à ta tâche d'enseignement. Alors, quelques derniers petits points sur quelques affaires par-ci par-là que j'ai appris. J'ai appris dans ma première année complète d'enseignement que tu ne vas pas nécessairement aller chercher tous les élèves. Tu ne vas pas nécessairement bâtir une belle et forte relation avec tous les élèves que tu as. Certains élèves, ça se peut que tu n'arrives juste pas à connecter avec. Ça veut pas dire que c'est des mauvais élèves, ça veut pas dire que tu es une mauvaise enseignante. Ça ne veut peut-être rien dire du tout. Quand tu es dans une situation où tu as plusieurs groupes, plusieurs niveaux, tu n'as pas le temps pour tous et chaque élève. Euh, et c'est correct, malheureusement, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est correct il faut accepter ça. Puis les élèves qui veulent plus de temps avec toi, mais il faut qu'eux viennent te chercher. Il faut qu'ils viennent en récupération. Il faut qu'ils te le disent. Donc ça, c'est l'une des choses que j'ai apprises. J'ai appris que
faire un examen, faire une activité qui est très créative, une activité qui vient de toi, dont toi tu as pensé à et qui est très originale, ça prend du temps. Donc, ça prend du temps et de l'énergie d'être original et de mettre une personnalité dans tes activités. C'est pour ça qu'on va voir des gens qui vont aller sur Teachers Pay Teachers, qui est un site où tu peux acheter du matériel pédagogique de d'autres profs. Puis je pense que c'est normal dans les premières années de ne pas nécessairement être original parce que on a beaucoup d'autres choses à penser et c'est notre première fois, on a beaucoup de choses à organiser, à planifier. C'est correct d'aller chercher le matériel qui a déjà été préparé par d'autres personnes. C'est correct de créer le tien. Je tiens juste à noter que ça prend de l'énergie et ça prend du temps. J'ai dit ça en tant qu'enseignante d'anglais au secondaire qui avait 6 groupes, 3 niveaux, 180 élèves. Donc ça c'est mon opinion. Peut-être que d'autres profs vont dire que c'est facile. Ça c'est moi. Ensuite, euh, quoi d'autre? Il faut connaître sa convention collective. Il faut connaître ses droits. Donc, lisez la convention collective, regardez vos talons de paye, puis connaissez vos droits. C'est très important, puis il faut pas négliger ça, puis il faut poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Donc, les meilleures personnes pour répondre à vos questions de paye, ben, c'est les ressources humaines. Puis, les meilleures personnes pour répondre à vos questions sur vos droits, ben, c'est le syndicat. Okay? Sinon, vous pouvez demander à des enseignants plus expérimentés aussi. Puis, j'ai appris que une bonne évaluation n'a pas besoin d'être 75 minutes, n'a pas besoin de prendre toute la période, n'a pas besoin d'être une évaluation de 15 000 pages pactées de plein d'informations. Non, j'ai appris que une évaluation peut être aussi bonne, aussi instructive et avoir autant de notions, mais plus courtes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à jouer avec, mais je dis ça parce que j'avais tendance à faire des évaluations qui duraient la période complète parce que j'avais toujours peur d'avoir comme du temps restant dont je ne saurais pas nécessairement quoi faire parce que je voulais pas commencer la nouvelle matière, mais j'ai appris que tu peux faire une évaluation qui est tout aussi bonne et qui prend moins de temps et que tu peux t'organiser pour créer une activité par la suite qui ne fait pas nécessairement commencer un nouveau chapitre, mais qui réussit à faire passer le temps pour les élèves et aussi avoir une évaluation qui dure moins que la période complète, ben ça permet de donner le temps supplémentaire aux gens qui ont des mesures adaptatives dans la même période pendant que les autres élèves font du coloriage ou font un sudoku. Puis t'as pas besoin de convertir les gens qui sont en mesure adaptative si le temps supplémentaire est donné durant la même période. Alors, il y a des avantages à faire une évaluation plus courte, mais qui est tout aussi bonne. Tout aussi bonne. C'est c'est la phrase qui est importante. Il faut qu'elle soit tout aussi bonne. Évidemment, si tu as une évaluation de 3 heures, tu peux pas couper une évaluation de 3 heures. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que si c'est toi qui la prépares et que tu n'es pas certaine de comment tu pourrais faire, je veux juste que tu saches qu'elle a pas besoin d'être 75 minutes. Tu peux la faire plus courte. Ça t'aide pour la correction et ça va pas pénaliser tes élèves en aucun cas. Alors, ça, c'était quelques astuces que j'ai appris durant ma première année d'enseignement. J'espère que c'était utile, que vous avez appris quelque chose ou que ça vous a tout bonnement distraite. Si vous êtes intéressé par l'enseignement, que vous savez que c'est ce qui vous passionne et que vous aimez ça, ben je vous dis go, allez-y, entrez en enseignement, rejoignez-nous. C'est tellement un bon métier. Pour ma part, je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs de mes vidéos, mais je suis en enseignement pour les élèves parce que
Ben, j'aime enseigner, mais j'aime beaucoup les enfants, j'aime les ados, j'ai du plaisir avec eux, j'aime les interactions que j'ai avec eux en classe, dans les corridors. Je les trouve beaux, je les trouve passionnants, puis j'ai hâte de voir les personnes qui vont devenir dans le futur. C'est pour ça que je suis là et parce que j'aime parler. Parce que j'aime parler, j'aime présenter. Je sais pas si ça paraît, mais c'est mon domaine, c'est ma chose, c'est ma passion. Donc, si vous ressentez ce sentiment, et ça peut être d'une différente manière de la manière que moi je l'ai expliqué, ben, je vous encourage à le faire. J'ai une vidéo qui explique les parcours que vous pouvez prendre pour vous qualifier en enseignement. Vous pouvez regarder cette vidéo et voir si elle vous donne les réponses. Je vais faire une autre vidéo bientôt sur comment que c'est que d'enseigner à la génération Z, la génération Alpha. Je vais faire des vidéos pour la rentrée scolaire, comment organiser ses cours. Évidemment, une, je suis en parcours pour avoir mon brevet, mais c'est ma première année, donc vous prendrez ça en considération quand vous écoutez mes astuces. Mais cela étant dit, j'espère que vous reviendrez dans ma chaîne et je vous souhaite une belle journée.